Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vraiment, merci de nous retrouver aujourd'hui pour cette émission en présentiel du droit de savoir. On a un programme chargé. Vous avez le thème qui va nous occuper pendant 2 petites heures. Je vais vous présenter tout d'abord le déroulé. On aura une première table ronde très riche avec Grégoire Dupont, Christophe Aubourg, Pascal Labine, Didier Millerot de la Commission européenne et Julien Serraki. On parlera de la vision et des convictions des distributeurs. Une deuxième table ronde qui nous emmènera à la 2e heure, normalement, sur la RIS. Où nous emmène-t-elle? Où nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Paul Esmin, le directeur général de France Assureur, Martin Landais, Didier Millerot à nouveau et Patrick Montagnier. Avant de démarrer cette émission et ces tables rondes, j'ai le plaisir de demander à Isabelle Monin-Lafin de nous rejoindre, qui est l'organisatrice de ce colloque. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Nous travaillons aujourd'hui sur un texte de révision d'un dispositif européen qui est déjà assez ancien, qui a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, l'Europe s'est dotée d'un dispositif d'harmonisation des conditions dans lesquelles les produits d'assurance, les produits d'investissement, on a aussi les produits bancaires, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, étaient distribués sur le marché européen et on a donc essentiellement travaillé sur une législation en relation avec la distribution de ces produits. Alors on vous parle de MIF, on vous parle de DDA. Ces textes ont connu des révisions et effectivement, ce sont bien ces dispositifs qui sont en cause aujourd'hui. Quelles étaient les règles à l'époque? Alors vous vous souvenez, on a créé un dispositif d'immatriculation des distributeurs. Ça avait posé beaucoup d'interrogations à l'époque. On a imposé des conditions d'exercice et de capacité professionnelle effectivement à ces distributeurs pour qu'ils puissent exercer de façon harmonisée sur le territoire. Grand changement également pour les distributeurs, la création d'une obligation écrite d'information et de conseil qui a aussi bouleversé considérablement l'exercice des métiers par ces professionnels. On a également intégré des dispositifs de supervision. Les autorités de contrôle qui exerçaient autrefois essentiellement envers les organismes sont venues contrôler ces distributeurs depuis maintenant 20 ans dans ces pays. Il y a eu ensuite, en 2018, l'intervention d'une législation pour imposer, ou en tout cas créer des dispositifs de gouvernance, de contrôle. On contrôlait, du coup, les produits et on contrôlait aussi la distribution au niveau de dispositifs créés au sein des entreprises pour pouvoir rendre des comptes sur les conditions dans lesquelles ces produits étaient finalement mis en œuvre et étaient distribués par les acteurs. Alors, on vit aujourd'hui un cycle législatif, puisque vous savez qu'en Europe, on révise assez régulièrement. Et nous sommes à une date à laquelle, depuis le 23 avril, depuis avril 2023, la Commission européenne a proposé une 3e révision de ces textes. Alors la différence, c'est que nous avons une tentative d'harmonisation des statuts, c'est-à-dire l'investissement financier, les conseils en investissement financier, puis les courtiers d'assurance, les agents généraux, ceux qui ont l'habitude de travailler plus dans le dommage, mais qui travaillent aussi dans l'épargne, vont connaître une harmonisation de leur façon d'exercer. C'est un des enjeux de cette directive européenne dans cette révision. On va donc ensemble décrypter ce texte et essayer de comprendre comment il fonctionne. Globalement, quels sont les grands axes? Tout d'abord, on s'inscrit en amont de la distribution. Et on vient maintenant essayer de donner aux États des clés pour mettre en place des outils afin de contrôler les produits et de vérifier le contenu des produits, leurs coûts, leurs frais et la manière dont ces produits sont mis sur le marché. Ce sont ces concepts de benchmark, ces concepts de peer grouping analysis. Nous allons voir un petit peu tout ça, ce que ça veut dire. Il y a en aval un renforcement des obligations parce que situation de conflit d'intérêts, parce que rémunération. Donc il y a des obligations renforcées pour les distributeurs de ces produits en matière de délivrance des informations et du conseil. Il y a également un rôle beaucoup plus important donné aux autorités de contrôle européennes, aux autorités de contrôle françaises, pas seulement dans la supervision, mais également dans la transposition de ces textes en niveau 2. Et puis, il y a également un renforcement de la législation pour ce qui concerne les activités transfrontalières et la capacité qu'on a à vendre ces produits en dehors de la France, en dehors de l'Europe, pour pouvoir effectivement contrôler davantage ce qui est proposé aux consommateurs européens. Voilà, on parle des finfluenceurs, Jean-Luc. Voilà le débat qui va nous animer pendant 2 heures avec 2 tables rondes intéressantes, je l'espère.
Merci, merci beaucoup Isabelle. Merci d'avoir organisé cet événement. On va commencer par une première table ronde qui va parler de vision, de conviction. Didier Millerot, merci de nous rejoindre et vous mettre à côté d'Isabelle Mona-Lafin. Grégoire Dupont, merci de nous rejoindre. Christophe Aubourg, Pascal Ladigne, merci messieurs. Vos fonctions sont intégrés. Vous avez un micro sur chaque table, un petit peu d'eau si besoin était. Et il nous manque Julien Serraki, le meilleur pour le centre. Si... là, là. Merci messieurs. Quelques petites règles entre guillemets de timing, hein, parce que vous pourriez parler pendant un certain nombre de temps. On va passer 1 heure ensemble sur cette table ronde. Nous aurons 3 temps. Le premier temps va être consacré à la formation des distributeurs et l'éducation financière des clients. Je vais m'adresser tout d'abord à Monsieur Millerot. Qui, Jean-Luc, m'a déjà fait une petite interruption en me disant qu'il était en mesure de pouvoir nous donner aujourd'hui un petit peu une actualité sur justement l'évolution de ce texte. Donc peut-être 30 secondes. Alors, 30 pour lui permettre de nous donner des échéances. Monsieur Millerot, si vous voulez prendre le micro, merci. D'accord. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je pensais qu'il serait peut-être utile de vous présenter en 2 mots l'état actuel de la négociation. Telle que des propositions que vous avez déjà bien présentées. Donc, comme vous l'avez dit, proposition en avril 2023. Le Parlement européen a adopté sa position 1 an plus tard, en avril de cette année. Et demain, le Coreper, donc la réunion des ambassadeurs des États membres, devrait valider l'approche générale que le Conseil a finalement réussi à approuver au cours des derniers jours. Donc, on arrive au stade où les 2 co-législateurs sont en mesure d'engager la dernière étape, qui est celle des trilogues, et qui devrait intervenir quand les institutions seront en place, en particulier le Parlement, sans doute dans le courant du 2e semestre. Un vote, donc, avant la fin de l'année ? C'est assez possible, mais ça dépendra d'éléments qui sont exogènes, donc pas du tout liés à la risque, je pense plutôt l'avancement des nominations politiques et ainsi de suite. Très bien, on attaque. Jean-Luc, sur la formation. Merci de ce préalable qui était nécessaire. On va parler d'éducation financière, si vous en êtes d'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter les principaux axes majeurs, Monsieur Millerot, proposés par la Commission européenne et amendés par le Parlement concernant justement cette formation initiale et continue des distributeurs, ainsi que ce concept d'éducation financière? Alors effectivement, il y a 2 sujets. Il y a la formation des distributeurs et des intermédiaires, pour laquelle on n'envisage pas d'avancée majeure. Je pense qu'il y a déjà des règles qui sont en place. Ce qui change particulièrement, c'est les règles en matière de formation continue, où là où on veut prendre des améliorations, en particulier imposer au niveau européen un nombre minimal d'heures de formation annuelles que chaque distributeur devrait suivre et pour laquelle il devrait obtenir un certificat qui prouve que cette formation a bien été suivie. Donc, mais au-delà de ça, par rapport à ce qui existe déjà aujourd'hui, on n'envisage pas de changement majeur. En ce qui concerne l'éducation financière, cette fois-ci des investisseurs, des consommateurs, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup dans le sens où je pense qu'il y a un diagnostic assez partagé selon lequel beaucoup de gens ne comprennent pas les produits financiers. Parfois, et même souvent, ce n'est pas de leur faute parce que ces produits peuvent être compliqués. Mais sans doute un effort supplémentaire en termes d'éducation peut être fait. C'est un domaine pour lequel l'Union européenne n'a pas de compétences réelles. Donc ce que nous pouvons faire, c'est encourager les États membres à mettre en place des mécanismes d'éducation financière. Il y a des travaux aussi au niveau de l'OCDE qui travaillent sur des plateformes de formation. Je pense que l'idée en particulier du Parlement européen est de promouvoir l'utilisation de ces plateformes. Mais je pense que c'est plutôt un message politique qu'une réglementation concrète des modalités, des contenus, des programmes. Hein. On peut envisager d'éducation financière très jeune. Hein. On va faire un premier point, messieurs, si vous en êtes d'accord, sur la professionnalisation de vos membres. Peut-être un petit bilan, Pascal Labigne, sur le sujet. Bonsoir à tous.
Alors, petit bilan par rapport... Alors, moi, représente l'Anacofi Courtage. Donc, je représente les courtiers et les IAS. Effectivement, on va pouvoir parler, mais on a plusieurs législations qui se posent, qui se croisent, qui se réunissent et qui arrivent de plus en plus, à mon avis, à devenir quelque chose d'unique. Au début, les IAS étaient beaucoup moins touchés. Maintenant, on voit que le devoir de conseil, tout arrive, tout vient, et qu'on est de plus en plus encadré. On se rapproche du CIF, on se rapproche de tout ce qui est, à l'heure actuelle, fait. Et le problème pour nous, Anacofi Courtage, puisqu'en fait, vous savez que maintenant, nous faisons partie des professions qui sont réglementées, puisqu'on a un suivi depuis la réforme du courtage, nous remontons uniquement les informations qui nous sont demandées par la CPR, puisque nous sommes sous l'égide de la CPR. Et à l'heure actuelle, on n'a pas la finesse dont M. Millerot faisait parler, donc de savoir, on gère uniquement le niveau des formations au niveau des EAS, c'est-à-dire qu'on va demander les 15 heures de formation obligatoire, on ne va pas encore dans le contenu. Donc, par contre, au niveau, nous, de l'Anacofi et des associations, on avait déjà un réseau qui est formé avec des gens qui travaillent au niveau de la formation. On a 4 personnes en longueur de temps et on suit les formations de nos adhérents. Et on le fait en permanence et tous les ans. D'accord, donc comme bilan quantitatif, mais pas forcément qualitatif, si je comprends bien. On n'est pas encore dans le qualitatif. Julien Serraki, sur cette question du bilan par rapport à vos membres. Alors, effectivement. Alors, moi, j'ai pas de... Ah, voilà. Est-ce que ça marche? Non, vous m'entendez pas, mais j'ai une voix qui porte. On vous entend, on vous entend. On va changer de micro en attendant peut-être. Voilà. Est-ce que... Ouais, Grégoire, voilà. ça marche mieux. C'est les agents, ça marche toujours mieux. Ils ont changé des rôles, ils sont mieux servis. Julien. Alors, c'est vrai que RIS, la Retail Investment Strategy, dont on vous parle aujourd'hui, c'est une directive omnibus. Alors, ça veut dire qu'elle touche un spectre extrêmement large de métiers. Moi, par exemple, je suis conseil en gestion de patrimoine. Je représente la Chambre des conseils en gestion de patrimoine. C'est-à-dire que je suis conseil en investissement financier, 7 heures de formation. Je suis courtier en assurance, 15 heures de formation. Je suis intermédiaire en opération de banque et services de paiement, 7 heures de formation. Je parle des formations annuelles, hein, évidemment, il faut faire tous les ans. Et j'ai la carte de transaction immobilière, c'est 14 heures de formation en plus. C'est pas mal, hein? On est d'accord. Et donc, effectivement, eh bien, en tant que chambre des CGP, on est bien obligé d'organiser la formation de nos adhérents. On a eu l'année dernière à peu près 4000 adhérents qui ont fait la formation en présentiel et à peu près 7 à 8000 qui ont fait des formations en e-learning. Alors ça ne veut pas dire qu'on a 12 000 adhérents, ça veut dire que comme nous, on doit faire 3 ou 4 formations parce que notre métier l'exige, évidemment, on est très accaparé par la formation. J'aimerais poser une question à ceux qui nous écoutent. J'aimerais savoir qui vous êtes. Ce que je voudrais dire par là, c'est est-ce que vous êtes des intermédiaires en assurance? Vous pouvez lever la main, moi j'en suis un. Il y en a quelques-uns. On a une bonne moitié. Il y en a quelques-uns, mais pas que. Est-ce qu'il y a des conseillers en gestion de patrimoine, c'est-à-dire qu'ils font un peu tout? Moi j'en suis un aussi. On est moins nombreux. Alors, Julien, je vois c'est Jenny. très intéressant, mais sur le bilan, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Mais c'est pour justement leur parler directement. C'est pour vous parler directement. Donc le bilan, c'est que les associations, elles ont besoin d'organiser les formations. C'est que, comme l'a dit Didier Millerot, il n'y a pas aujourd'hui de différence fondamentale dans ce qui est prévu dans la RIS. On est resté, je crois, à 15 heures de formation pour les IAS, et que la difficulté au niveau européen, c'est que vous avez plein de pays avec des formations initiales différentes, des formations continues différentes, et qu'il faut trouver un moyen d'harmoniser ça. Et c'est toute la difficulté du travail de M. Millerot. Christophe Aubourg, est-ce qu'on a moyen d'évaluer, on a parlé de dimension quantitative tout à l'heure, est-ce qu'on a moyen d'évaluer effectivement la dimension qualitative de ces Je rappelle que c'est formations? un point fort de la directive qui insiste beaucoup sur la compétence, la personnalisation des formations. Oui, bien sûr, on a un moyen. Je rappelle, ça a été évoqué précédemment, qu'avec la réforme du courtage, désormais, les associations agréées ont pour principale mission de vérifier précisément les formations dispensées dans le cadre des 15 heures DDA. Chez Planète CSA, on a fait le choix de créer une association from scratch qui s'appelle NDIA, précisément pour ne pas confondre le rôle de vérificateur des formations et le rôle de délivrer des formations. Donc on a bien scindé pour éviter d'être dans le conflit d'intérêts dont on parle souvent en fait dans nos discussions ces derniers mois. Donc Planète CSA, nous on a créé un organisme de formation en JV avec l'IFPAS, qui est une plateforme en fait de formation totalement digitale et donc qui propose des formations précisément de qualité
qui correspondent précisément au parcours de chaque collaborateur concerné. On ne va pas faire une formation sur de l'immobilier si on distribue uniquement de l'assurance vie, par exemple. Donc on est très attentif à ça. Donc ça, c'est un premier point. Donc on délivre des formations de qualité. Elles sont vérifiées par une association indépendante, ce qui permet d'éviter d'être en conflit d'intérêts. Je crois que on est les seuls en fait sur le marché des associations professionnelles à avoir structuré de cette façon, et c'est pas un hasard. C'est précisément pour pouvoir vérifier le contenu des formations et également le spectre dans lequel ça s'inscrit. Alors ensuite, sur le bilan de l'application de ces 15 heures, je crois que ce qui est intéressant, c'est que dans la RIS, on a vu fleurir, notamment au Parlement européen, un certain nombre d'amendements qui proposaient d'augmenter le nombre de formations, parfois à 45 heures. Donc on a vu des chiffres totalement délirants. Pourquoi 45 ? Pourquoi pas 60 ? Pourquoi pas 15 ? On peut en débattre. Mais en revanche, ce qui est important quand même de souligner et de rappeler, c'est qu'il n'y a pas eu véritablement d'évaluation de fait dans les États membres en tout cas, et encore moins au niveau européen, sur comment ces formations aujourd'hui sont délivrées, comment elles sont perçues par les collaborateurs, et surtout comment ça améliore l'impact sur le client au final dans le cadre du conseil qui lui est délivré. Donc voilà, ça c'est quelques points, et je voudrais insister sur un dernier point qui a été évoqué également en introduction par Monsieur Millerot tout à l'heure, c'est que ici, on est un panel d'intermédiaires, mais je rappelle que, en tout cas, la DDA, elle s'applique à toute la distribution. Et donc, quand on parle de contrôle de formation, quand on parle de vérification de la qualité, etc., je crois que nous, en tant qu'intermédiaires, on est assez fiers de dire que voilà, nos courtiers, en tout cas en ce qui me concerne, sont bien formés, jouent le jeu, et voilà. J'aimerais bien, en fait, que l'autorité de contrôle, notamment en France, se soucie un peu plus de cette application de la qualité des formations, notamment chez nos amis banques assureurs. On ne va pas parler des banques assureurs, mais on va passer aux agents généraux. Grégoire Dupont, est-ce que le micro fonctionne ? Oui, je pense, oui, c'est bon. Alors, on en est où dans la théorie, on va dire que tout va bien, c'est fabuleux de former les personnels pour que les personnels et les chefs d'entreprise pour qu'on délivre un meilleur conseil. Il y a quand même des éléments à avoir en tête. On est des enjeux RH, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont ici. On a la pénurie de collaborateurs, on a des difficultés à recruter, on a des difficultés à garder les collaborateurs, et c'est pas si simple. Quand on est sur des enjeux, oui, il faut faire 15 heures de formation. Si, moi j'entends des agents qui me disent, oui, j'ai une collaboratrice qui fait que de l'assurance auto depuis 10 ans. Elle souhaite continuer ce travail-là. Il n'y a pas tous les ans une modification de réglementation de l'assurance auto. On est beaucoup dans la théorie sur ces points-là. On parle par exemple d'éléments, oui, il faudrait une formation annuelle sur la finance verte. Première année, pas de problème. Deuxième année, admettons. Troisième année, il n'y a pas toujours des modifications. Et là, on est en théorie, il y a la théorie et la pratique. Et on plane un petit peu souvent sur ces sujets-là. Et nous, on essaye de dire, il faut quand même relaisser du pouvoir et faire confiance aux chefs d'entreprise. Toujours aussi la même chose, on pleure et on attend des études d'impact, pardon Monsieur Millerot, ce n'est pas vous-même mais l'autre, pour voir le lien, comme l'a très bien dit Christophe, entre le niveau de formation, les exigences de formation et éventuellement les mauvaises ventes ou des ventes qualifiées. Évidemment, on présuppose qu'on est formé, on va être meilleur. Mais j'attends la preuve. Donc, et on continue, le train continue d'avancer, ça va être 15, ça va être 20, ça va être 25, on va demander à la place du chef d'entreprise, il faudrait qu'il y ait telle formation, telle formation, telle formation. Le train avance, il faut de temps en temps, il s'arrête en gare et qu'on fasse un vrai bilan. On n'a pas eu de bilan, et je suis d'accord avec Christophe, en France ou en Europe, sur l'impact sur la formation. Et on continue, on a l'idée de faire un certificat européen. Le marché européen de l'assurance n'existe pas. On va passer des heures et des heures à faire des dispositifs d'harmonisation sur un certificat européen, alors que l'assurance vie n'existe pas en Grèce, comme on la connaît. Donc là, on touche des limites. Il faut qu'on redescende un petit peu, qu'on admette qu'on ait des marchés nationaux sur un certain nombre de sujets. Et nous, au titre des agents généraux, on dit il faut laisser de l'air aux chefs d'entreprise. On n'est pas pour, on ne promeut pas des associations de contrôle, plus en plus de contrôle de la CPR. Voilà. Au bout du bout, on a des clients satisfaits ou insatisfaits. On a des réclamations ou pas de réclamations. Et on ne fait pas confiance.
C'est ça qui est compliqué. Et ces enjeux RH, j'insiste, sont vraiment, vraiment compliqués. Tout le monde dit youpi, c'est super de se former. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes RH. Les messages sont passés, je crois, tout du moins. En tout cas, comment les organisations que vous représentez, peut-être que Isabelle complétera peut-être ma question, anticipent-elles les modifications sur ce suivi de formation ? Il y a notamment cette question de la durabilité qui doit être introduite dans les formations de ceux qui font de la vie. Donc pour tous les acteurs, les CIF certainement, les courtiers, uniquement les courtiers qui font de la vie, et puis les agents généraux aussi, ceux qui sont des agents d'e-vie. Voilà. Il y a cette obligation qui va certainement être transposée également dans notre pays. Comment vous allez justement concevoir cela ? Parce que il y aura quand même, Grégoire également, la nécessité quand même de faire les choses comme le prévoit la réglementation. Oui, tout à fait, mais on a l'impression que le seul moteur de la stratégie des intermédiaires, c'est la réglementation. Si on a demain une appétence avérée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en matière de produits verts des Français, mais les compagnies d'assurance, les distributeurs ne sont pas complètement fous. Ils vont créer des produits, ces produits ils écrivent ces produits. Il va y avoir une appétence et on va former les personnes. Ça, je trouve, on est toujours dans la stratégie des chefs d'entreprise, intermédiaires, agents, courtiers ou autres, qui seraient guidés par ça. Donc moi, je suis vraiment pour dire, oui, il faut aller là-dessus. Mais aujourd'hui, sur la durabilité, on n'a pas d'appétence des clients, au tout moins des clients français, du côté de la clientèle agents généraux. Peut-être qu'il y en a sur d'autres marchés, il n'y a pas. Donc oui, il faut y aller, mais on est encore une fois sur des aspects théoriques, à mes yeux. Julien Serraki, peut-être sur la durabilité. Est-ce que vous voulez intervenir sur... à Grégoire. Mon doute. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que les clients n'ont pas d'appétence aux questions de durabilité, sauf quand on leur pose la question. Quand vous leur posez la question, et c'est devenu une obligation depuis l'année dernière de leur poser la question, là, ils se disent « Ah oui, ça m'intéresse ». Et là, c'est là que nos problèmes commencent à nous. Quand ils commencent à se poser la question. Mais c'est le but de la réglementation, que les clients se posent la question. Donc on ne peut pas en vouloir à la réglementation. Et la difficulté, effectivement, c'est que la réglementation, aujourd'hui, elle est très difficile à adapter en pratique. Un client qui me dit « je ne veux pas de charbon, je ne veux pas de pétrole, je ne sais quoi », il est très difficile pour moi de sélectionner des fonds où il y a spécifiquement pas de charbon, pas de pétrole, je ne sais quoi. On a fait 7 heures de formation, nous les CIF, spécifiquement sur la durabilité. Parce que depuis l'année dernière, les courtiers en assurance avaient l'obligation de faire ce questionnaire, et nous les CIF, c'est depuis le 1er janvier. Donc, beaucoup de clients, et beaucoup peut-être de CIF, orientent leurs clients pour leur dire mettez que c'est neutre, parce qu'on n'a pas la possibilité aujourd'hui de prendre en compte l'ensemble de vos préférences dans nos choix d'investissement. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que le sujet de la durabilité, c'est de faire remonter la data des entreprises vers les sociétés de gestion, afin que les sociétés de gestion puissent nous dire « Ah ben là, dans mon fonds, il n'y a pas de pétrole, dans mon fonds, il est article 8, article 9, l'article 6, pour la taxonomie, c'est ci, c'est ça. » Et qu'aujourd'hui, en fait, en tout cas, nous, du côté distributeur, on est très limité par ça. On a bien conscience qu'il fallait commencer et qu'il fallait bien lancer un moment l'initiative. Mais ça nous semble pas avoir été fait dans le bon ordre. Il aurait peut-être fallu d'abord imposer aux entreprises de faire remonter la data aux sociétés de gestion et qu'ensuite les distributeurs sensibilisent leurs clients. On est néanmoins quand même, Julien, plus à l'aise quand on connaît tout cela et qu'on manipule tous ces concepts avec un peu d'aisance pour en parler à sa clientèle. C'est pour ça qu'on a fait 7 heures de formation là-dessus. Christophe, Oui, un élément complémentaire. On a produit dans le cadre de la campagne des Européennes un livre blanc que je vous invite à aller consulter sur notre site internet. Nouveau site sorti. Nouveau site ce matin, non ? Ce matin, donc oui. voilà, c'est tout frais. Mais donc, dans ce manifeste, évidemment, on propose un certain nombre de recommandations, de préconisations, mais qui peuvent toujours être perçues par les pouvoirs publics comme étant un peu... voilà, avec un parti pris. Et donc, on a fait une petite enquête d'opinion auprès d'un panel de 1000 consommateurs, qui sont des consommateurs très représentatifs en fait au niveau français, en tout cas, justement pour les courtiers sont mandatés par leurs clients et donc pour avoir une perception objective et pour objectiver les réponses et les propositions qu'on pouvait faire. Et sur la durabilité, ce qui est quand même très intéressant, c'est que 7 Français sur 10 dans le panel interrogé disent être intéressés par le fait que leurs produits d'épargne que leur épargne soit placée dans des produits respectant l'environnement et donc la durabilité est quand même un enjeu réglementaire. Tu as raison, Grégoire, et
Et nous, les courtiers, effectivement, on anticipe en fait cette arrivée de la durabilité qui va être imposée aux assureurs notamment, et donc par voie de ruissellement aux distributeurs et aux courtiers en particulier. Mais on est quand même convaincu également que c'est véritablement un enjeu de responsabilité en fait pour les courtiers de s'insérer dans une démarche RSE plus globale, comme acteur responsable, comme acteur investi, et ça passe notamment par effectivement probablement un peu plus de formation, en tout cas d'acculturation au sujet de la durabilité. Moi, j'aimerais juste rebondir en une petite minute, Christophe Aubourg. Je sais qu'il y a un sujet dont on a évoqué en préparation, c'est l'éducation financière des clients. On l'a un tout petit peu survolé en préalable. Est-ce qu'on peut accompagner le client dans son éducation financière en une minute ? Alors, le courtier, dans son devoir de conseil, nécessairement l'accompagne dans son éducation financière. En revanche, moi, je suis vraiment convaincu que c'est véritablement le rôle de l'État, en fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas une compétence communautaire, donc c'est aux États membres de prendre ce sujet à bras-le-corps. Et ça passe effectivement par des politiques publiques qui démarrent dès le plus jeune âge et qui s'inscrivent dans la durée tout au long du parcours étudiant et puis dans la vie adulte par la suite. Donc nous, on est très très favorable à effectivement, il y a la semaine de l'éducation financière qui est déjà faite et poussée par la Banque de France. Voilà, c'est des initiatives qu'il faut généraliser, mais surtout prendre le sujet beaucoup plus en amont qu'il n'est pris aujourd'hui. On va passer au deuxième temps de cette table ronde. On va plus parler parcours client. Nous entendons par parcours client, bien sûr, toutes les informations qui sont et les conseils qui sont délivrés, ainsi que la documentation écrite remise aux clients. On a une petite quinzaine de minutes pour traiter de ce sujet. Si on veut respecter notre timing, Monsieur Millerot, est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, les axes majeurs du projet de texte amendé par le Parlement concernant les modifications qu'il conviendra d'apporter au parcours client? Alors sur ce sujet, tel que vous décrivez le parcours client, c'est-à-dire le respect des obligations écrites d'information et de conseil, voilà. Donc, je commencerai par dire que c'est pas le principal axe de l'initiative. L'initiative porte, on en parlera tout à l'heure, plus sur les questions de rémunération, les questions peut-être de conception des produits, mais aussi d'adéquation des coûts et bénéfices qui sont relatifs à ces produits. Ceci dit, on a profité quand même de l'initiative pour proposer quelques ajustements. En particulier, vous savez que vous parliez d'une initiative omnibus, donc effectivement, on modifie la directive MIF, le règlement MIF, on modifie la directive sur la distribution des produits d'assurance, mais on a aussi touché le règlement PRIPS, donc qui réglemente les documents d'information précontractuels qui sont donnés aux consommateurs, donc en particulier le document d'information clé, le KID en anglais, avec l'idée principale de faire passer ce document à l'ère numérique, donc possibilité de le délivrer non plus en papier, mais via des moyens numériques, la possibilité de layering des différentes informations. Et donc, une modernisation, en gros, de ce type de document, avec aussi peut-être un peu plus d'attention que ce qui a pu être donné dans le passé aux produits d'assurance, la façon dont on peut le présenter dans ces documents. C'était une revendication de l'industrie d'assurance depuis le début. Donc là-dessus, on a quelques ajustements qui sont plus ou moins consensuels et qui passent plutôt bien au niveau des co-législateurs. On en a profité aussi pour nettoyer un peu le cadre juridique européen qui était devenu très complexe avec des obligations qui dérivaient de la directive Solvability 2, des obligations qui dérivaient de la DDA. Essayer un peu de rationaliser tout ça. Vous savez qu'on a quand même si ça ne se voit pas tout le temps au niveau européen, cette ambition de supprimer, de simplifier les choses. On a cet objectif de réduction d'un quart des obligations de reporting. C'est pas forcément toujours facile de mettre en œuvre, mais on essaie quand même dès qu'on le peut. Autrement, en termes de conseils et de ce qui doit se passer après que le contrat soit conclu, les choses ne sont pas encore extrêmement claires. Elles seront liées aux choix qui seront faits, en particulier
en ce qui concerne les obligations de rémunération, puisque sans préjuger un peu ce que je pourrais dire tout à l'heure, mais le fait de ne pas avoir suivi la Commission en acceptant des interdictions complètes ou partielles du commissionnement ou du paiement par inducement, le Parlement et le Conseil en particulier se sont mis en tête d'ajouter un certain nombre de tests en matière justement pour justifier la possibilité de recevoir des commissionnements ou tests du best interest, donc de la façon de vérifier si un produit d'assurance correspond bien à l'intérêt du client. Tout ça nécessite, en tout cas du point de vue de la Commission, encore un certain examen. On n'est pas forcément convaincu qu'on a pris la bonne direction, en tout cas en termes de clarification, simplification des obligations. Et un dernier point aussi introduit par la proposition, c'est la généralisation du fait que chaque client devra recevoir un document d'information annuel, une fois qu'il aura conclu un contrat d'assurance, qui pourra lui donner des informations sur l'état de son investissement en termes de coûts, en termes de rendement possible. Donc un peu de transparence, comme on avait déjà introduit dans le domaine pour ceux qui connaissent, des pensions professionnelles. Voilà. On a un petit peu étendu ça. Donc voilà, quelques ajustements, on espère au bénéfice des consommateurs, et on espère pas trop qu'ils ne vont pas aller dans le sens de trop de complexité, mais le risque existe quand même un petit peu. On va voir comment vous voyez ça, messieurs. Peut-être Pascal dans un premier temps. Pascal Labigne. Oui, je revenais un peu sur la formation, puisque nous, on a quand même pas mal de demandes au niveau de nos courtiers qui sont quand même un peu inquiets. Toute cette réglementation, quand on leur parle du risque, de la prise, du MIA, du DDA, et à un moment, ils se disent, mais est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on est là? Et ils suscitent quand même l'information. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'adéquation, disait M. Hautebourg, entre la formation qui est faite et qui est délivrée, puisqu'on ne peut pas les corriger. Alors même si on passe des accords avec des bons organismes de formation et où il y a des formations compétentes qui viennent, il y a quand même, on est plutôt en train d'essayer de remplir la case en disant on a fait 15 heures et on est sauvé. Et je pense que, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'on compte sur nous pour faire l'éducation financière des clients. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est d'une manière induite et que ça arrange bien le législateur. Et si on revient au parcours client, Pascal, oui. Ce parcours client, en fait, qui en France est en 4 phases, présentation du courtier, révélation d'un certain nombre de situations de conflit d'intérêts éventuels. Ensuite, il y a l'expression de besoin, le KYC. Ensuite, il y a la présentation du produit et sa justification. C'est une 4 phases qui n'est pas vraiment bouleversée effectivement par le texte, mais qui renforce quand même le contenu de l'information pré-contractuelle. Ce qu'on appelle chez nous le parcours client dans notre jargon français, c'est véritablement ce qui en général précède la conclusion du contrat, le post-contractuel étant peu réglementé ou en tout cas peu surveillé. Est-ce que c'est des choses qui vont bouleverser? Est-ce que ces propositions européennes, notamment sur la transparence des frais, des coûts, qui doivent quand même aujourd'hui faire l'objet d'une présentation beaucoup plus précise, est quelque chose qui va modifier quand même l'approche professionnelle? Ça ne va pas bouleverser parce que les gens ont déjà pris conscience que de toute façon, on ne pouvait pas faire des frais indéfiniment, que déjà ça marche au niveau des IOBSP, c'était déjà prévu. Au niveau des frais, ce n'est pas le problème véritable. C'est l'adéquation entre le conseil délivré et la nature du conseil qui va être délivré, puisqu'en fait, plus on vient de conseil, et après on nous met la value for money en disant peut-être que le meilleur, c'est celui qui est le moins disant. Là, il y a un petit problème, parce que quand on veut travailler du conseil et qu'on veut faire du conseil, je veux dire, ça mérite. Et effectivement, si on fait le conseil en disant, écoutez, on vient sur des produits complètement linéaires, des produits qui sont tous de la même thème et qui a même plus besoin de conseil puisqu'on va tous vendre la même chose, on va dire comme ça vous n'avez pas besoin d'être rémunéré. Et effectivement, on sait que les clients, et là on y revenait, les clients cherchent l'information, ils sont quand même très demandeurs quand on leur appelle le SG, quand on revient et quand on leur apporte des informations, ils sont demandeurs. Donc effectivement, c'est du temps le conseil, c'est pas du temps gratuit. Julien, vous voulez réagir sur ce sujet? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Alors, pour nous, les CGP, ça va
quasiment rien changé parce qu'on est également des conseillers en investissement financier et que le conseil en investissement financier, c'était un peu la réglementation la plus exigeante déjà. Donc on faisait déjà la présentation obligatoire des frais, on faisait déjà la déclaration d'adéquation, on faisait déjà tous les questionnaires. Donc on avait déjà tout dans notre parcours client qui existait déjà. Donc le fait qu'on ne recommande pas à un client d'ouvrir un compte titre mais de lui ouvrir un contrat d'assurance vie, de toute façon pour nous, ça ne changeait pas grand-chose parce qu'on appliquait toujours la réglementation la plus exigeante. Mais je suis parfois surpris d'entendre mes confrères qui se plaignent de la réglementation et qui se plaignent de devoir faire l'adéquation d'un produit à la situation du client. Mais c'est votre job de faire ça. Mais enfin, de vérifier que le produit répond à la situation du client, c'est votre métier. Vous n'êtes pas des vendeurs. Vous faites du conseil, certes qui est rémunéré par de la vente, mais vous faites du conseil. C'est ça votre métier. Donc ne vous plaignez pas de la réglementation, évidemment elle n'est pas parfaite, c'est certain, mais elle va dans le sens où il y a plus de transparence. Et c'est normal, le client doit savoir combien il paye, à qui et pourquoi. Et de vérifier cette adéquation, et ça passe par tout un ensemble d'étapes. Il y a, vous les avez résumées, Isabelle, il y a derrière pour nous ce qu'on ne montre pas aux clients, qui est toute la gouvernance produit, de vérifier qu'on classe les produits et que ça répond à certaines situations, certains types de clients. Tout ça est parfaitement normal. Grégoire et ensuite Christophe, s'il vous plaît. On n'attend pas une révolution parce qu'au bout du bout, quels que soient les modes de distribution, on dit réseau propriétaire, les agents, ou etc., on n'est pas dans le conseil rêvé d'un médecin ou d'un avocat. On a des outils informatiques par derrière, donc, et je suis d'accord avec ce que vous disiez aussi. N'oublions pas que plus on en rajoute, plus on a un risque de normalisation, banalisation, etc. Et le sel de votre métier, c'est l'adéquation, c'est la discussion avec les clients, etc. Donc il y a un paradoxe. Plus on en rajoute, plus il y a une banalisation par l'outil informatique, plus les marges de manœuvre sont réduites. Et ce qui fait la valeur ajoutée du conseil de l'ensemble des professionnels qui sont là, ça me nuise. Donc, pas de révolution, mais quand même quelque chose qui est, à mon avis, contre-intuitif. On va rajouter des questions dans les questionnaires. Avec les fameux tests d'adéquation, on va rajouter une dizaine de questions qui sont très lourdes, très lentes, pas toujours bien compris par le client, ce que me remontent les agents d'assurance. Mais pourquoi me demande-t-on tout ça ? Donc, pas de révolution, mais on a encore une fois l'impression que le train avance tout seul, sans but précis. Et là encore, on n'a toujours pas d'évaluation du dispositif précédent au niveau européen ou français pour voir où sont les trous dans la raquette. Toujours la même chose. On continue d'empiler. Et pas de révolution, malheureusement. Ces dispositifs de gouvernance renforcés en termes de conception et de fabrication de produits ne vont pas faciliter la vie du distributeur dans ses orientations générales. C'est bretter les ceintures, toutes les façons de la réglementation. On a mis une pression sur les distributeurs, maintenant cette pression remonte aussi sur les concepteurs, on fait confiance à personne. Ça me paraît pas, moi, un objet quand même intéressant de faire confiance à personne, même les courtiers ou CGP qui sont dans des situations différentes, qui doivent avoir une faculté différente, vont être enfermés dans cette gouvernance produit. Je ne suis pas certain qu'on aille vers une diversification des produits, une ouverture des champs des possibles et de faire confiance aux distributeurs pour un bon conseil. Et encore une fois, je le redis, sur le marché français, on a notre couche française aussi, qui est très exigeante. On parle d'information annuelle, on l'a déjà. Ah oui, Pardon de dire des choses bêtes comme ça, mais on oublie, on raisonne au niveau européen. C'est normal, parce que là, on est sur notre marché, on a déjà beaucoup de choses. Christophe, côté courtier, oui, si je puis dire, comment vous abordez ça ? Avant de répondre à cette question, je crois qu'il y a un paradoxe dans ce texte qui est important et qu'il faut rappeler, en fait. Et vous l'avez souligné, Monsieur Milro, en rappelant que du point de vue de la Commission européenne, l'un des objectifs était finalement d'encadrer la rémunération des distributeurs, les conflits d'intérêts, etc. Sauf si la présentation m'a échappé, mais les premiers discours de la commissaire McGuinness, c'était quand même plus sur l'union des marchés de capitaux, la volonté de favoriser l'investissement productif et un meilleur accès des produits d'investissement de détail aux épargnants, au plus grand nombre d'épargnants, pour financer les transitions vertes et numériques, etc. Ça, c'est l'objectif politique du texte. Le résultat aujourd'hui des textes, des trois textes qui vont entrer dans le trilogue, c'est qu'en fait, on est rentré par un sujet réglementaire, en accumulant de la réglementation supplémentaire, en complexifiant le dispositif. On y viendra tout à l'heure sur la rémunération, mais une des craintes que vous avez exprimées, nous, en tant que professionnels, c'est plus qu'une crainte. C'est-à-dire, on pense que le texte, en l'état, ira à l'encontre de l'objectif qui s'était initialement
alloués. Donc ça, c'est un premier point qui est vraiment important parce que je pense que on va à l'envers des entrepreneurs, on l'a évoqué tout à l'heure, de la liberté d'entreprendre et de la confiance qu'on peut avoir dans les distributeurs et dans l'assurance pour le client. Pour vous, Christophe, ça va final. changer quand même dans l'exercice du métier du courtier, ce projet. Ce qui Ça n'est pas va- dit, qui n'est pas partagé par tout le monde. En tout cas, pour les courtiers d'assurance qui n'appliquent que la DDA aujourd'hui, contrairement aussi, effectivement, ça complexifie le dispositif, ça c'est clair. Donc après, si c'est dans un intérêt de protection du consommateur et de meilleurs conseils délivrés, nous on est évidemment favorable. Je dis juste que si c'est prouvé, si le c'est consommateur, prouvé, on l'oublie ce qui tout n'est le pas temps dans les prouvé, discussions. aujourd'hui, et ce qui effectivement n'est pas le cas vu la somme des conditions qui sont dans le texte. Et je reviens à mon étude de tout à l'heure pour vous dire aussi que dans cette étude, finalement, plus d'un Français sur deux estime que les documents d'information en amont et lors de la souscription d'un contrat d'assurance ne sont pas clairs et que ces documents ne se sont pas améliorés ces dernières années et au contraire ont complexifié leur vision de la protection de la clientèle. Donc, moi, je partage l'avis de Grégoire sur l'évaluation des politiques publiques, qu'elles soient nationales ou européennes. Et là, on voit bien effectivement qu'on a un corps de texte qui complexifie la relation avec le client et qui ne va pas améliorer sa compréhension du sujet et mieux le conseiller dans son placement d'épargne. Monsieur Milroux, une réaction Non, pour moi, c'est toujours très utile d'entendre le terrain. le retour du terrain. Alors, Monsieur Aubourg, merci, vous avez déjà rappelé les objectifs politiques généraux. J'avais l'intention de le faire, mais vous l'avez fait, je ne vais pas les répéter. Effectivement, c'est bien ça que nous essayons de faire. La grande question, c'est comment. Et là, effectivement, je dois reconnaître qu'au niveau de la Commission, on s'est posé des questions, on a testé plusieurs approches. À un moment, effectivement, qu'on envisageait une interdiction complète des commissionnements, mais vu l'impact que cette interdiction aurait pu avoir sur certains modes de distribution dans certains États membres, on a considéré que les aspects négatifs l'emportaient sur les aspects positifs. Maintenant, en termes d'analyse d'impact, d'évaluation des politiques, on a quand même fait certains efforts. On a publié une analyse d'impact, on a lancé une étude assez chère d'ailleurs pour essayer d'avoir un retour du terrain avec du forum shopping en particulier, et qui ont quand même montré qu'il y a un retard en termes d'investissement par nos petits épargnants et aussi des produits qui sont distribués parfois qui ne présentent aucun intérêt, voire pire pour eux. Un autre aspect qu'il faut aussi toujours prendre en compte et qui est vraiment pour moi au cœur de la difficulté du sujet, c'est la difficulté qu'il y a pour nous de réconcilier, dans le but de créer un marché intérieur, des situations nationales qui sont très variables. Je crois qu'on doit le reconnaître. Et par exemple, sur l'interdiction des commissionnements, comme vous le savez, il y a les États membres qui l'ont mise en œuvre et qui s'en portent très bien. Si on faisait la même chose en France, je suppose que les réactions seraient beaucoup plus négatives. Encore que peut-être qu'à long terme, ça pourrait apporter des choses, mais on ne sait pas. Donc il y a vraiment des points de départ très différents. Et pour nous, trouver le point d'équilibre, bonjour, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et d'où cette solution un peu, on va dire, entre les deux que nous avons choisi avec une interdiction partielle des commissionnements, assortie de conditions supplémentaires, d'où l'introduction du test d'intérêt, et aussi là, ce qui nous est apparu comme étant nécessaire comme corollaire à ça, c'est le renforcement du processus de gouvernance des produits, basé sur l'expérience. Je suis membre du conseil d'administration de l'EIOPA. Les superviseurs ont des outils, mais pas toujours faciles à mettre en œuvre, pour vraiment traiter les problèmes qui sont marginaux, mais qui sont existants, de mauvaise qualité des produits, et qui ont potentiellement un impact très néfaste sur le marché. Et sur l'objectif majeur que vous avez rappelé tout à l'heure et que nous essayons d'atteindre, qui est celui de renforcer la confiance générale de nos citoyens dans les produits financiers, qui n'est pas à un niveau extrêmement élevé. Donc voilà un peu où on en est. Et je dois dire, j'ai une certaine expérience de la négociation des textes européens.
c'est pas forcément le plus facile, C'est pas le plus facile. que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Voilà, je m'arrête là. On va On passer, va aborder la question de rémunération, Jean-Luc, justement. parce que j'ai l'impression que tout le monde veut en parler. Voilà, c'est le dernier tiers de cette table ronde. Il nous reste 20 minutes. Et on va Isabelle. vous donner la parole, du coup, Monsieur Millerot. Bah oui. Voilà. Alors, là, c'est que de l'anglais. En général, Encore moi, je dis moi. toujours ici, chez Astrid, tout le monde rigole, parce que j'ai souvent l'habitude de dire, quand on parle anglais, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'on veut dire. Et donc là, on a Dans un ce cas-là, on ne comprend rien Ouais, du on tout à la comprend rien à ce commission. qu'on de ce veut qu'on dire. fait. Alors, value for money, client best interest, value for client, voilà, tous ces concepts qui ont été mis en œuvre effectivement sur la partie rémunération. Voilà. Est-ce que vous pouvez effectivement nous faire un peu un descriptif? Alors, j'ai compris, hein, on part d'une posture qui a été abandonnée. On voulait effectivement supprimer les mécanismes de rémunération par commission pour introduire des rémunérations directes par honoraire. Finalement, ça a été abandonné. Donc, bon, on essaye d'intégrer des concepts qui permettent de gérer ces problématiques de conflit d'intérêts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? En l'état actuel, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qu'on envisage? Alors, effectivement, la commission alors, je pense qu'il faut bien distinguer les deux choses. La question de la gestion des conflits d'intérêts, dont l'objectif principal est de faire en sorte que l'ensemble de la chaîne de distribution ait pour objectif principal d'offrir à ses clients des produits qui leur apportent, pour résumer les choses. Donc, le risque avec les systèmes de commissionnement est que finalement le rendement assuré par le produit soit grignoté dans une très large mesure par les modalités de rémunération. En tout cas, les modalités, le rendement potentiel n'est pas optimal pour le client. Donc l'idée, effectivement, est d'encadrer les conditions dans lesquelles ce commissionnement peut avoir lieu et de régler un peu les relations à la fois entre le distributeur et le client, mais aussi entre le distributeur et le producteur lui-même, hein, de sorte qu'il y ait que l'intérêt, encore une fois, l'intérêt de l'investisseur soit au centre de ces questions. Et ça, donc, un premier aspect de la proposition qui visait, encore une fois, à renforcer la confiance. Et le deuxième, c'est de donner plus de pouvoir aux superviseurs pour traiter les questions, encore une fois, de produits qui seraient néfastes pour les clients, et responsabiliser davantage aussi les producteurs et les distributeurs eux-mêmes pour faire en sorte qu'ils aient le souci, effectivement, de mettre sur le marché uniquement des produits qui soient de qualité. Alors, les modalités de ces deux axes ont évolué au cours des discussions. Oui. Le Parlement et le Conseil ont introduit ce concept de peer reviews, de revue par les pairs, donc qui va distinguer, si vous voulez, les mécanismes. Vous aurez au niveau des superviseurs une obligation de mettre en place des référentiels, des benchmarks, soit nationaux, soit européens, selon les cas, mais ça, on verra un petit peu quel sera le résultat final. Et en revanche, au niveau des producteurs, des compagnies d'assurance et des distributeurs, on aura ce mécanisme de peer review. Et alors, les conséquences donc, l'idée est qu'un produit soit testé par rapport à des produits similaires qui sont sur le marché, des produits de la concurrence. Nous avions souhaité qu'en cas d'examen, le résultat de cette comparaison débouche sur un retrait du produit. Oui, c'est ce qui est encore fixé dans le texte. Le concept de retrait n'est pas si clair que ça dans les dernières versions. On parle plutôt de besoin de réexaminer les coûts et bénéfices du produit. On verra ce que les législateurs décideront en fin de course. Mais alors, tout ça est assez mouvant, je dois dire. Et mais le test, le Best Interest Test, ça se traduit a priori, d'après ce que j'ai compris, plutôt en aval par le distributeur qui doit... comment c'est conçu, même si effectivement on comprend que tout ce qui est niveau 2 opérationnel est renvoyé en fait à des lignes directrices. Oui, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas complètement établies, mais enfin l'idée en gros est là. Mais principalement l'idée c'est de renforcer à la fois les pouvoirs des superviseurs et les obligations des distributeurs. Une justification. Principalement des compagnies d'assurance, parce que les obligations pèsent principalement sur elles, mais aussi les distributeurs, parce que les deux doivent travailler en pair. Messieurs, quelques réactions peut-être sur ces concepts. Je vois Grégoire. Tout est clair. Merci. Et après Julia. Grégoire d'abord. Monsieur Millerot, mais c'est le fruit d'un compromis.
C'est une partie de notre travail ici, de porter les intérêts de l'industrie aussi. Paul Esmin pour France Assureur historiquement. Oui, donc forcément c'est compliqué. Alors si vous êtes praticien professionnel ou vous travaillez dans les compagnies ou juriste, etc., vous dites comment est-ce qu'on va mettre ça en œuvre ? C'est ainsi fait, malheureusement, que oui, ces concepts ne sont pas encore sédimentés, parce que c'est des concepts, il faut voir la réalité, donc oui, une grande complexité. Le dire un peu plus cash, si je puis dire, cette complexité, c'est le prix à payer pour maintenir le commissionnement à la française. On peut tourner autour du pot, raconter, pleurer, raconter l'histoire, c'est ça. Donc voilà. Se justifier d'une certaine manière. C'est ça. Parce qu'il fallait convaincre, il fallait que les autres marchés, les autres États qui étaient pour, voilà, c'est ça. Donc oui, on a acheté ce maintien du commissionnement contre une complexité et qui n'est pas encore, dont le point d'atterrissage n'est pas encore précis. Voilà, on peut le dire. Évidemment, il y a quand même une évolution, saluons-le. On a rencontré nos équipes et tout le monde a rencontré M. le parlementaire. Quand même, de manière positive, dans ces discussions, pardon d'ouvrir la boîte un peu du lobbying, il y a quand même une compréhension que le Conseil, ça avait un coût, qu'il fallait le rémunérer. Et qu'en France, si on sortait de ça, la machine se bloquait. Et aussi, on a le soutien des équipes du Trésor aussi qui ont compris ça. Et, ayons ça en tête, ne soyons pas tout le temps critiques sur les démarches européennes, etc. La prise en compte des spécificités du marché français a été prise en compte au niveau européen. Et non, pas complètement, on n'est pas dans une démarche napoléonienne, hein. L'Europe, c'est pas la France en plus grand. Hein. Oui, mais chez nous, le conseil est obligatoire, très souvent, en tout cas en assurance vie, c'est vrai. Voilà, donc oui, il y a une complexité, mais qu'on remette en contexte, parce qu'on n'est pas tout seul à décider. C'est l'Europe, c'est du compromis. Julien, j'attends votre réaction avec impatience. Je vais ajouter une chose à ce que tu as dit, c'est que tu parlais de l'assurance vie en Grèce, ou je ne sais plus, c'est toi qui en parlais. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'assurance vie en Europe, c'est majoritairement français. C'est-à-dire que plus de la moitié des encours, je crois que le chiffre est juste, des encours en assurance vie en Europe sont les encours de l'assurance vie française. Donc il y a une spécificité à la France qui n'existe pas dans d'autres pays européens. En revanche, le système de commissionnement est le système majoritaire en Europe. Il y a des pays qui l'ont interdit, l'exemple qu'on donne tout le temps, c'est celui des Pays-Bas. Et qui l'ont interdit, alors avec succès ou pas, c'est l'objet d'un débat. Aux Pays-Bas, aujourd'hui, si vous voulez avoir du conseil financier, il faut au moins placer 500 000 €. Je ne suis pas sûr que ça donne accès vraiment à la plus grande partie de la population. Mais ce sujet-là de la value for money et de comment on défend le commissionnement, comment on explique que notre travail a une valeur, il a été déjà fait en France, en fait. Pour nous, en France, il a été déjà fait l'année dernière avec la CPR et France Assureur, qui ont décidé de revoir la liste des unités de compte qui étaient présentes dans les contrats d'assurance vie, afin de vérifier bien que ces unités de compte avaient réellement une pertinence dans cette liste d'unités de compte. Et ce qui est un peu dommage, je trouve, dans cette démarche qui a été mise en place par la CPR et France Assureur, c'est que ça a été une démarche purement quantitative. C'est-à-dire qu'on a analysé les fonds en fonction de leurs frais par rapport aux frais de leur père. Vous voyez, on retombe sur cette histoire de père. Mais que, à mon avis, la justification de la valeur d'une chose ou de la pertinence d'une chose dans un portefeuille, c'est pas qu'une analyse quantitative, c'est aussi une analyse qualitative. Mais c'est très compliqué, évidemment, une analyse qualitative, de mettre des ratios ou des choses comme ça sur une analyse qualitative. Donc c'est un problème qui est extrêmement compliqué. On comprend bien la bonne intention de la commission, mais c'est extrêmement compliqué à mettre en place derrière pour que nous, les professionnels qui sommes directement en contact avec les clients, ça ait du sens à la fois pour eux et pour nous. Christophe Aubourg, sur ce sujet des risques éventuels ? Pour nous, cette complexité qu'on évoque, c'est un risque majeur, en fait. Ce qui nous a fait dire assez rapidement, dès la publication du texte par la Commission européenne, que la RIS, la Retail Investment Strategy, était pour nous la rémunération des intermédiaires en sursis. Pourquoi en sursis ? Parce que, certes, le texte n'a pas interdit formellement le commissionnement, la rémunération par commissionnement, mais on voit bien aujourd'hui avec les inducement tests, les best interest tests, les divers contraintes qui s'accumulent et qui se cumulent, en fait, et on arrive à quasiment une liste de 16 à 17 critères pour pouvoir être en mesure de toucher une rémunération par commissionnement. C'est en réalité quasiment de l'interdiction du commissionnement déguisé. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous interrogez dans la vraie vie, sur le terrain, les courtiers en l'occurrence, lorsque vous leur dites voilà la liste en fait des critères que vous devrez respecter pour toucher une rémunération par commissionnement, il y en a une très grande partie, pour ne pas dire la quasi-totalité, qui ne sont pas en mesure de répondre en fait à ces 17 critères.
Donc on a des critères qui sont hors sol, certains sont tout à fait pertinents et certains existent déjà et donc il n'y a pas de sujet du tout. Il y en a d'autres où il y a une véritable inquiétude qu'ils aboutissent à une interdiction du commissionnement déguisé. Donc on est très inquiet sur ce sujet. On a d'ailleurs, vous voyez, on est assez pragmatique, on essaye de faire ces évaluations et on a, auprès d'un panel d'adhérents, essayé de projeter l'impact d'un passage aux honoraires pour les cabinets de courtage. Et l'impact, il est extrêmement, comment dirais-je, difficile, drastique, puisqu'on atterrit à une perte de chiffre d'affaires qui va de 10 à 60%. Donc 60% de perte de chiffre d'affaires pour un courtier de proximité, 3 collaborateurs de la Corrèze à Marseille en passant par Rennes et Le Havre. On voit bien derrière que mécaniquement, c'est de la perte d'emploi, c'est probablement aussi une moins bonne distribution au final pour le consommateur. Et encore une fois, je reviens à mon sujet précédent, c'est-à-dire un objectif politique de la Commission européenne qui ne sera pas atteint puisque finalement l'investisseur lambda ne pourra pas avoir accès à ces produits d'investissement de détail. Donc vraiment une très grande inquiétude sur ces critères. Alors effectivement, il y a eu des améliorations et merci au soutien de la Direction générale du Trésor sur le sujet qui effectivement est très à l'écoute sur le terrain pour comprendre les conséquences opérationnelles que ce texte pourrait induire. Mais aujourd'hui, on est encore loin du compte. Alors il reste le trilogue et on a bon espoir effectivement qu'un certain nombre de revendications, en tout cas de craintes, soient prises en compte. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas favorable à la transparence des rémunérations. Je veux dire, c'est le sens de l'histoire. C'est important pour le client. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas favorable à effectivement un encadrement d'un certain nombre de rémunérations. Et on s'est exprimé également publiquement sur le sujet. Mais ça veut surtout dire qu'il faut produire des règles et des normes qui soient applicables et qui soient mesurables et qui soient sur la durée bénéfiques pour le client final. Pascal, je pense que vous vouliez, Pascal Labigne, je pense que vous vouliez réagir aussi sur ces risques potentiels. Quand on est parti, en fait, au départ, on était uniquement focalisé sur les coûts. On a rajouté au coût la performance, le risque, la qualité, le coût, la charge. Donc effectivement, pour l'intermédiaire que nous sommes, on nous rajoute des couches. On prévoit et on doit veiller à ce que la couverture soit complètement adaptée à notre client. Et de plus, si ça ne convient pas, on doit s'abstenir. Et là, c'est pas si simple que ça. Parce qu'en fait, vous avez suscité à votre client, vous y avez tout expliqué, puis le client vous dit « Ah, mais ça, bon, alors je m'abstiens ». C'est un peu compliqué à gérer. Après, je voulais parler quand même des coûts indus qui dit à partir du moment où ils ne sont pas justifiés, on doit les rendre. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que les coûts indus sont imperdus s'ils ne sont pas similaires à un produit comparable. Et ça va être dans la durabilité. Et que là, je vais vous dire, ça va être très compliqué à pouvoir gérer. Et de quelle manière on va pouvoir gérer ça dans le futur pour dire, mais la granularité des coûts qui ont été faits en fonction des divers produits qui ont été mis ou là, je ne sais pas comment ça va pouvoir se gérer. Et c'est vrai qu'à un moment, et on en discutait tout à l'heure, plus vous arrivez à complexifier la chose, plus vous suscitez à votre client, il se dit, mais pourquoi on me raconte tout ça? Pourquoi on vient? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en finalité, on a un client en face. Et en fait, on lui donne tellement une masse d'informations extraordinaire qu'il se dit « Oh, il y a un loup, là, il y a quelque chose. » Jean-Luc, j'avais une question à poser à tout le monde. C'est-à-dire qu'à vous entendre tous, j'ai quand même le sentiment que la question de la relation directe avec le client, vous l'occultez, en tout cas, vous estimez qu'elle n'est pas envisageable. On constate aujourd'hui, avec les accords justement qui ont été pris entre les autorités et les assureurs, pour avoir en plus là récemment étudié notamment les pairs, qu'il y a eu quand même une baisse assez drastique des frais quand on a appliqué ces accords de transparence. Et puis effectivement un travail quand même de baisse de la rémunération de la chaîne de valeur. Donc je me dis effectivement, on est quand même dans une législation où on a une liberté de la fixation des prix, donc il faudra quand même qu'on respecte le droit de la concurrence aussi tout de même. Il y a une liberté d'entreprendre, elle aussi devra être respectée, mais néanmoins, est-ce qu'on n'est pas quand même... Enfin, le sens de l'histoire ne serait pas quand même d'envisager, à l'instar des médecins, des avocats, des experts comptables, que le discours avec le client sur le prix du service soit entrepris. Vous avez l'air de dire, Christophe, que ce n'était pas envisageable, ou en tout cas que ça faisait perdre du chiffre d'affaires. Est-ce que ça va être motivant de continuer à être conseillé si on n'attend que au travers des commissions qui vont de toute façon mécaniquement baisser? Mais
Est-ce qu'on n'a pas cet intérêt on a un objet quand même qui est assez simple, qui provient du Code des assurances français, c'est le relevé annuel d'information. Alors on peut en faire des kilos sur il n'est pas clair, etc. Mais il y a quand même des pourcentages et des euros. On n'est plus sur une question d'information. Aujourd'hui, on est sur une question de value, c'est-à-dire de valeur. Je veux dire, cette information est accessible. La presse patrimoniale fait des baromètres dans tous les sens. On ne part pas de rien, d'une opacité totale. Il y a des choses, il y a des baromètres de votre argent qui expliquent que le meilleur rendement c'est celui-là, etc. Qui sont, voilà. Donc on ne part pas de rien du néant. Il y a déjà des briques en France liées au marché ou liées à la réglementation. Et les gens me disent, s'il y a un questionnement sur la rémunération, mais le distributeur le dit. Sinon, il perd son client s'il cache. Est-ce que c'est gênant de passer aux zones? Est-ce que voilà, la question? Oui, c'est gênant de passer aux zones horaires. Pardon. Julien, oui, c'est très gênant parce qu'il n'y a plus d'agent d'assurance. Sans commission, il n'y a plus d'agent. Donc oui, c'est très gênant. Moi, je trouve que le débat. Tu trouves, non, mais c'est vrai. Je trouve que le débat commission honoraire, il est dépassé. Il est complètement has-been. Non, mais vraiment, je vous le dis parce que regardez en France. Moi, ce que je défends auprès de mes adhérents, c'est pas les commissions ou les honoraires, c'est la liberté. C'est-à-dire la liberté pour le client d'être facturé comme il le souhaite, et la liberté pour le professionnel de monter le business model qu'il veut. Et je vois auprès de mes adhérents que j'en ai à peu près 61% qui fonctionnent sur un modèle hybride qui facture à la fois des commissions et des honoraires. Et c'est ça ce que veut le client, en fait. C'est qu'en fonction de certains services qu'il vaut mieux facturer en honoraire et d'autres services qu'il vaut mieux facturer en commission. Il n'y a pas un système de rémunération parfait et qui prévaut sur l'autre. Donc c'est pour ça que je dis que ce schisme, vous êtes moins inquiet. Ce schisme honoraire-commission, il est has-been, et vouloir ou promouvoir les commissions ou promouvoir que les honoraires, c'est ne pas comprendre le client. Christophe? Non, moi je partage cette liberté en fait. C'est ça qui est important, c'est de pouvoir facturer en honoraire ou passer par un mode de rémunération de commissionnement. Aujourd'hui, c'est pas le cas pour la proposition de texte. Il faut le rappeler. Il faudra justifier. C'est pour ça qu'on se bat contre ça et on est tout à fait favorable à cette liberté. Et d'ailleurs, aujourd'hui dans le courtage, il y a un certain nombre de cabinets qui facturent des honoraires et c'est assez dans les grands risques. Je veux dire, c'est assez fréquent et évidemment beaucoup de courtiers, oui, notamment les courtiers de proximité. Beaucoup dans la vie, mais Christophe, vous avez beaucoup l'activité du dommage dans votre syndicat, et les courtiers dommages, les grands courtiers comme les courtiers intermédiaires du reste, c'est pas une question de taille. Sont déjà habitués on s'est déjà habitués pour la gestion notamment. Hein. Absolument. Donc après, je pense que il faut aussi faire son autocritique et on a un effort à faire qui n'a pas été fait depuis des années, d'expliquer à nos clients le travail qui est fait pour cette rémunération, qu'elle soit sous forme d'honoraires et encore plus de commissionnement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le placement du produit, il y a le conseil, il y a l'accompagnement au moment du sinistre, et puis l'accompagnement tout au long de la vie du contrat, en fonction des caractéristiques du client qui peuvent changer. Donc ça, c'est vrai, il faut le reconnaître, et on a notre part de responsabilité. Je pense que le travail d'explication au client n'a pas été bien fait. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille pour essayer de fournir à nos adhérents des éléments de langage qui leur permettent de mieux expliquer comment ils travaillent et autres. Après, sur le système du commissionnement, il ne faut pas oublier non plus que pour un certain nombre de marchés, c'est derrière la mutualisation en fait, de l'assurance qui est en jeu. Et ça, on peut le prendre par tous les bouts, nous expliquer que en Europe du Nord, c'est parfait, aux Pays-Bas également. La réalité, puisque là, on a des retours d'expérience, c'est que les pays où le commissionnement a été interdit, on est passé aux honoraires, on a vu une augmentation du coût du conseil, on a vu du coup un advice gap puisque un certain nombre de consommateurs en impossibilité de se payer ce conseil à ce niveau de rémunération, et puis on a vu la disparition d'énormément d'intermédiaires. Et au-delà de la disparition, qui effectivement a des conséquences derrière économiques avec un maillage territorial, Grégoire évoquait, si tous les agents généraux demain disparaissent, c'est quand même un des acteurs aujourd'hui de proximité, avec le courtier de proximité dans un certain nombre de zones rurales. Donc il y a un enjeu sociétal et économique derrière qui est quand même majeur et qu'il faut pas occulter. Tout à fait. On est presque au terme de notre échange. Isabelle, quelques petits mots peut-être des mots-clés pour synthétiser d'abord. Pas de conclusion, mais en tout cas de synthèse mots forts, sur de cette synthèse. Déjà, je pense qu'on peut très bien cultiver l'adage « on va apprendre en marchant ».
hein. L'Europe nous propose des points d'ancrage, hein, pour essayer d'adapter effectivement le dispositif afin de le rendre plus attractif. Les concepts sont posés sur la table, mais on n'arrive pas bien encore à comprendre finalement comment ces concepts de value for money, de client best interest vont pouvoir s'intercaler entre ce que va faire le producteur, ce que va faire le distributeur. Je note chez nos distributeurs des divergences, hein, des divergences de vues entre certains qui disent ça ne va pas changer grand-chose à notre vie parce que nous avons déjà en France un dispositif de transposition bien abouti sur l'information annuelle, sur la transparence, sur les accords de place qui sont intervenus récemment. Pour ce qui concerne la formation, eh bien, une quête, effectivement, des acteurs sur... on ne sait pas très bien comment on va s'y prendre pour contrôler le contenu. Or, je répète, pour moi, la directive, comme du reste depuis l'origine, hein, les textes ont beaucoup insisté sur la compétence et la personnalisation et non pas, on coche la case et tout le monde fait pareil. J'ai pour moi la conviction que quand on sait, quand on est sachant, on est plus libre et on a donc beaucoup plus de facilité à s'adresser à son client dans un monde complexe qui se complexifie quand bien même les choses ne soient pas très très claires. Donc voilà, des choses qui vont, Jean-Luc, évoluer avec les dernières étapes de la négociation, ce texte définitif et puis dans les prochains mois, c'est ça, les mois de transposition, les années de transposition, puisqu'en réalité pour nous c'est une législation qui n'interviendra que dans 2 ans. Messieurs, merci de votre participation. Je crois qu'on peut les remercier chaleureusement de leur présence. Merci Christophe Aubourg, merci Pascal Labine, Julien Serraki, merci beaucoup.